Donc, je me mets là. Bonjour Océane. Donc oui, faites passer le message que du coup, ils peuvent se connecter directement ici. Donc, dans le chat, ouais, bonjour Mathilde. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai changé d'endroit. Bonjour Paul. Je vais juste attendre 3-4 minutes qu'on soit au moins 14-15. Bonjour Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour les Juliette. Bonjour Léla. Bonjour Rachel. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok. Bonjour Gauthier. Donc là, ça fait. Donc vous êtes 7. J'attends un tout petit peu que vous soyez un tout petit peu plus nombreux. Je suis désolé, j'avais quelques minutes de retard. Donc on va prendre la suite du chapitre 4 qu'on avait abordé. Bonjour Eva. Qu'on avait abordé, la dernière fois. Donc c'est le chapitre 4.1, travail-emploi. Bonjour Lauriane. Donc là, c'est 3 minutes 37 que ça court. Dans une minute, je vais commencer. Comme ça, on va, directement aller au cœur de l'essentiel. J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous, que cette période de déconfinement se passe bien, que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop submergé par le travail. N'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a quoi que ce soit. Je suis désolé pour le reflet sur les lunettes. Alors, je vais bientôt commencer. Alors, donc la dernière fois, on avait abordé le début de ce chapitre 4.1, comment s'articule marché du travail et organisation dans la gestion de l'emploi. Dans ce chapitre, on avait vu dans un premier temps donc dans le grand 1, l'emploi et une relation marchande. On avait abordé dans un premier temps, et donc c'était le A, le grand A, le fonctionnement du marché du travail dans l'analyse néoclassique de base. Donc j'avais présenté graphiquement cette analyse néoclassique comme la rencontre comme tout marché. Donc il y a le marché des biens et services, marché des capitaux, marché, du travail. Et donc sur chacun de ces marchés, il y a la rencontre d'une offre et d'une demande qui va déterminer, des prix, un prix d'équilibre et des quantités d'équilibre, P étoile et Q étoile. Et sur le marché, à l'équilibre, toutes les quantités offertes égalisent les quantités demandées. C'est pour ça qu'on dit que le marché est à l'équilibre. Donc ici, sur ce marché, on avait vu que la particularité, c'est que l'offre de travail, elle émanait des demandeurs d'emploi et donc qui constitue l'offre de travail qui est une fonction croissante du prix, qui est le taux de salaire réel sur ce marché du travail. À l'inverse, la demande de travail émanait des entreprises et des administrations qui demandaient des personnes, qui puissent travailler, hem et donc là, à l'inverse, sur la demande de travail, elle est décroissante en fonction du prix. On avait vu que, dans ce modèle-là, eh bien, finalement, il n'y avait pas de chômage. Ou en tout cas que le seul chômage qui pouvait exister, c'était un chômage volontaire. On avait pour autant émis l'hypothèse, avec les néoclassiques, qu'il pourrait exister un chômage dit frictionnel ou transitoire, pour permettre ce bon ajustement de l'offre et de la demande. Hem, donc ça, c'est le seul chômage qui est possible dans ce cadre ici, d'analyse néoclassique. Heu Bonjour Quentin. Hem, dans ce qui veut dire que s'il y a du chômage qui ne soit pas dû à un chômage volontaire ou un chômage, transitoire ou frictionnel, il est dû aux rigidités du marché du travail.
que le marché du travail ne fonctionne pas comme un marché de CPP, donc avec les 5 hypothèses de la CPP, que j'ai présentées, sur lesquelles je reviendrai, de suite après, ou en raison d'un salaire minimum supérieur au salaire d'équilibre, salaire minimum qui empêche la bonne rencontre de l'offre et de la demande et qui fait apparaître un chômage. Donc ici, on est bien dans l'analyse néoclassique de base. On avait vu les déterminants de l'offre et les déterminants de la demande, qui pour chacun d'eux, fait apparaître un arbitrage. Un arbitrage pour l'offre entre du travail d'un côté et du loisir de l'autre. Les individus étant soit en travail, soit en loisir. Et donc c'est la question de la désutilité, du loisir, désutilité du travail qui va déterminer ici le fait que des personnes vont accepter à renoncer à 1 heure de leur temps libre pour se mettre au travail, sachant qu'on avait vu que dans l'analyse néoclassique, le travail n'avait aucun intérêt si ce n'est la consommation qu'il permettait. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est cet arbitrage entre travail et loisir. De l'autre côté, pour la demande de travail qui émane bonjour Charlotte. La demande de travail qui émane des entreprises et des administrations, c'est aussi un arbitrage que font les entreprises entre du capital d'une part et du travail d'autre part. Est-ce qu'il vaut mieux que j'embauche un travailleur supplémentaire ou au contraire, est-ce qu'il vaut mieux que, j'achète une machine-outil, voilà. Sachant qu'il y a aussi l'autre arbitrage qui est entre la productivité marginale du travailleur. Qu'est-ce que ce travailleur supplémentaire va permettre de produire et son coût? Est-ce que son coût, est inférieur à cette productivité marginale? Si ce n'est pas le cas, j'ai aucun intérêt d'embaucher ce travailleur supplémentaire. Donc ça, c'était l'analyse classique, néoclassique pardon, de base, et qui fait apparaître ici ce marché-là comme, heu Hem attendez, Lisa est là, monsieur, d'accord. Merci Charlotte. Donc je reprends, donc dans cette analyse, donc voilà, ça présentait le marché du travail, selon cette analyse-là. Maintenant dans notre, et donc on est dans le relâchement des hypothèses du modèle de base. On est en fin de page 8, début de page 9 pour, le document que vous avez. Hem On reprend les hypothèses de la CPP. Donc les hypothèses de la CPP, transparence, atomicité, homogénéité, pardon, libre entrée-sortie, sur le marché et libre mobilité des facteurs de production. Donc ça, c'est les 5 hypothèses de la CPP. Hem, En fait, ce qui va se passer, c'est que, un certain nombre d'auteurs néoclassiques dans ce cadre, analytique-là, vont se rendre compte que finalement, dans la réalité, il y a certaines hypothèses qui semblent, difficilement tenables. Hem Et donc ils vont essayer d'affiner le modèle en levant, une ou l'autre, hypothèse afin de se rendre compte au plus près du fonctionnement du marché, du travail. D'abord, lorsqu'on parle de transparence, sur le marché du travail, c'est l'idée que chacun ait exactement les mêmes informations au même moment, sans avoir à en payer un coût supplémentaire. Or, certains auteurs vont introduire l'idée d'asymétrie d'information. L'idée que sur le marché du travail, eh bien, tout le monde justement n'a pas accès aux mêmes informations, que certains ont plus d'informations, que d'autres. Et donc, c'est une question d'asymétrie, d'information. L'asymétrie d'information et donc c'est la situation dans laquelle certaines caractéristiques d'une transaction sont connues d'une partie et ne peuvent pas, sans coût supplémentaire, l'être, par l'autre partie. Donc bien sûr, sur cette question d'asymétrie d'information, on a pu voir en première les célèbres travaux d'Akerlof sur Market of Lamont, le marché de la voiture d'occasion, qui s'interrogeait sur justement cette question-là. Et là, ici, on va revenir sur la théorie du salaire d'efficience. Donc c'est à Edmund Phelps, dans les années 80, qu'on doit ici, ces théories sur le salaire d'efficience. On dit de Phelps qu'il est néo-keynésien. Alors, il faut faire attention, néo-keynésien, ça veut dire c'est des auteurs qui ont fait la synthèse entre les néoclassiques d'une part et l'analyse de certains aspects de la théorie keynésienne. Pour le dire très clairement, ce sont des néoclassiques. Donc, il ne faut pas que le terme néo-keynésien,
laisse à imaginer qu'ils soient keynésiens, machin. Non, c'est des néoclassiques qui ont juste repris de l'analyse keynésienne quelques aspects qui leur semblaient, pouvoir, aller avec leur théorie. Donc lui, en fait, Phelps évoque une relation positive entre le niveau de salaire et la productivité des salariés. Autrement dit, le niveau de salaire conditionne positivement la productivité du travail. Il faut voir que du coup ça change, le modèle puisque, pour le modèle, la question de la productivité et la question du salaire étaient 2 choses complètement différentes. La productivité était un peu intrinsèque aux personnes, les personnes sont plus ou moins productives en fonction de machin, et d'autre part, il y a le marché du travail qui détermine un niveau de salaire. Et si, par le plus grand des hasards, le niveau de salaire d'équilibre égalise leur productivité, ça va. Si leur productivité est inférieure à l'équivalent taux de salaire que le marché d'équilibre a donné, dans ce cas-là, ça pose un souci puisqu'ils seraient payés davantage que ce qu'ils n'apportent à l'entreprise. Ici, Phelps dit différemment, dit d'une certaine manière, plus on va payer une personne, plus on va rémunérer une personne, plus elle aura tendance à être productive. Donc c'est le côté un peu carotte. C'est que plus la personne, on lui donne une carotte, plus elle sera incitée à travailler, incitée à être productif. Donc ça, c'est révolutionnaire, ça change complètement finalement toute une partie de la chose. Il introduit en fait la question de la motivation, en disant que la motivation, c'est un élément important de leur productivité réelle et que pour les motiver, eh bien, rien de tel qu'une incitation salariale, en disant voilà, si donc c'est toute la question du néo-management, hein, c'est celui qui fera le plus de ventes d'aspirateurs sera élu manager du mois et aura une prime de 2 000 €. Et donc cette idée-là que, eh bien, il y a une relation positive entre niveau de salaire et productivité. Donc ça, c'est pas, on va dire, en termes de révolutionnaire, on pourrait se dire: «Bon, il a un peu inventé l'eau chaude». Mais par rapport au modèle néoclassique de base, ça change quand même pas mal de choses, puisque pour eux, cette question-là était pas du tout pertinente. Hem, donc ça, c'est la première chose, c'est un élément central, qu'il faut voir. Hem En fait, l'idée la théorie du cercle d'efficience, c'est le fait de dire que l'employeur pourrait être incité à verser un salaire supérieur au salaire d'équilibre. Ça paraît, dans l'analyse néoclassique, complètement abscons. Quel serait l'intérêt pour un travailleur, pour une entreprise, de rémunérer un salarié au-dessus du salaire d'équilibre? Le marché détermine le salaire d'équilibre et on rémunère au salaire d'équilibre, point. Pourquoi est-ce qu'il faudrait rémunérer au-delà du salaire d'équilibre? Heu, En fait, pour Phelps, il y a 2 choses. Si on rémunère à un prix, donc un salaire d'efficience, donc c'est ça la logique du salaire d'efficience, c'est le salaire qui est fixé non pas en fonction de la productivité marginale constatée, pardon, non pas en fonction de la productivité marginale constatée, en regardant la productivité marginale et en faisant en sorte que taux de salaire égalise celle-ci, mais afin de stimuler la productivité. Et donc c'est cette idée de verser un salaire supérieur au salaire d'équilibre. En fait, il y a 2 trucs. Il y a un peu, la carotte et le bâton. C'est à la fois l'idée d'antisélection ou sélection adverse et d'aléa moral. Donc antisélection, c'est le fait de dire qu'il y a une asymétrie d'information, avant la signature du contrat et que, par définition, l'individu pourrait prétendre être motivé. Donc c'est ça l'asymétrie d'information qui existe sur le marché du travail, c'est que la personne peut dire qu'elle est extrêmement motivée, qu'elle a toujours rêvé de ce travail et finalement, une fois qu'elle est embauchée, ne pas véritablement, être aussi motivée que ce qu'elle prétendait être. Si on verse un salaire qui est supérieur au salaire d'équilibre, en fait, on va attirer les meilleurs profils, donc de candidats, les meilleurs candidats, heu et qu'à ce titre-là, on va recruter parmi ces meilleurs candidats puisque, parce que du coup, on aura un salaire particulièrement attrayant et donc les meilleurs candidats seront incités à se présenter et donc on pourra sélectionner parmi ces meilleurs candidats.
Donc ça, c'est l'anti-sélection, hein. Donc c'est l'idée qu'il y a une asymétrie d'information sur les compétences, sur les qualifications et sur la motivation, et que verser un salaire, le salaire d'efficience, c'est un salaire qui est supérieur au salaire d'équilibre. Donc verser un salaire supérieur au salaire d'équilibre, ça te permet d'attirer ici les meilleurs candidats. D'autre part, il y a une dimension d'aléa moral. Donc l'aléa moral, c'est aussi cette asymétrie d'information, après, la signature d'un contrat. C'est le fait de dire qu'une fois que la personne, elle a été embauchée, elle risque de, eh bien, justement, sachant qu'elle est protégée, de pas forcément faire tout le maximum, qu'elle prétendait, faire, au préalable. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'aléa moral, ça fait un lien, par exemple, avec la question des assurances automobiles, où en disant que les personnes qui étaient assurées, on faisait craindre de ces personnes qui étaient assurées, une conduite, peu rigoureuse, sachant que l'assurance prendra en charge, les frais de réparation de voiture si jamais ils avaient un accident. D'où l'existence de mise en place de bonus-malus pour justement, éviter ces comportements d'aléa moral. Or, si jamais vous versez un salaire qui est supérieur au salaire d'équilibre, c'est cette idée du salaire d'efficience, c'est de verser un salaire qui est supérieur au salaire d'équilibre, eh bien, vous dissuadez, les travailleurs à la paresse et vous les incitez à rester dans l'entreprise. Vous les dissuadez à la paresse parce qu'en fait, ils ont davantage à perdre. Dans le salaire, si jamais ils sont payés au salaire d'équilibre, et bien si, bosser dans la boîte A, ça ne leur plaît pas, et ben, ils peuvent toujours aller bosser dans la boîte B, mais ça sera exactement le même salaire, puisque c'est le salaire d'équilibre sur le marché, hein. Là, si on rémunère un salarié au-dessus du salaire d'équilibre, il est d'autant plus incité à travailler, et donc c'est là où on a cette relation positive entre le taux de salaire et la productivité, et donc plus il va être, payer un salaire supérieur au salaire d'équilibre, plus il va être, incité à faire des efforts, à s'investir, et cetera, parce que justement il aurait davantage à perdre à être, licencié ou à perdre ce travail-là, ouais. D'autre part, ça incite à rester, ça pose un autre problème qui est la question du turnover, qui est qu'un certain nombre d'entreprises, historiquement, ont eu des soucis, du fait du turnover de leurs employés parce que justement, heu, les, heu, les, les salariés, eh bien, changeaient de boîte régulièrement, et le problème de qui change de boîte régulièrement, c'est que pour l'entreprise, ça veut dire qu'elle doit, régulièrement, et bien reformer sa masse salariale, donc leur apprendre, comment fonctionne telle ligne, apprendre les, spécificités de telle entreprise, et ça coûte extrêmement cher. C'est beaucoup plus intéressant pour une entreprise d'avoir des salariés qu'elle a formés une fois et de pouvoir les avoir sur le long terme. Et donc, quand ça incite les entreprises à garder leurs salariés, ou incite les salariés plutôt à rester au sein de l'entreprise, eh bien, c'est une économie pour l'entreprise, d'autant que ces personnes qui ont une certaine ancienneté, ils permettront de former plus facilement des nouveaux entrants, etc., etc. Donc ça, c'est la première partie. Donc je reprends. Phelps, la question du salaire d'efficience, il lève l'hypothèse de transparence de l'information. Il dit non, il n'y a pas de transparence de l'information, il y a une asymétrie d'information. Asymétrie d'information, c'est-à-dire que certains ont des informations que d'autres n'ont pas, à moins d'en payer un coût. Par exemple, payer un coût, ça veut dire embaucher un chasseur de tête qui va vérifier si en effet, dans le CV, il est marqué, stage à tel endroit, eh bien, est-ce qu'il a effectivement effectué ce stage à tel endroit, et si ce stage, ça correspondait bien à celui qui est décrit et non pas à un autre qui était, il était à l'accueil alors que, il prétendait qu'il était, dans le bureau de recherche et développement qui ont inventé la bombe atomique, alors qu'en fait, il faisait juste de checker les personnels, qui rentraient dans le bâtiment, donc voilà, donc c'est-à-dire que, après tout, toutes ces informations pourraient à un moment donné ou à un autre être découvertes. Là, c'est cette idée que ça ne doit pas être, c'est, asymétrie transparence, c'est que toutes les personnes ont la même information sans devoir en payer un coût. Donc il lève cette hypothèse, il dit qu'il y a une asymétrie d'information. Donc c'est l'idée qu'il y a une asymétrie d'information avant la signature du contrat et après la signature du contrat. Avant la signature du contrat, c'est l'idée de cette anti-sélection ou sélection inverse. Après la signature du contrat, c'est cette idée d'aléa moral. Donc reprenez le schéma que je vous ai mis,
page 10, ça permettra un petit peu de solidifier ça, ouais. Anti-sélection, si jamais je paie mes salariés au-dessus du salaire d'efficience, c'est ça la définition même du salaire d'efficience, au-dessus du salaire d'équilibre, eh bien, si je les paie au-dessus du salaire d'équilibre, eh bien, je vais attirer à moi les meilleurs, travailleurs. D'autre part, si jamais je les paie à un salaire supérieur au salaire d'équilibre, eh bien, je vais les inciter à être plus productifs et je vais les inciter à rester au sein de l'entreprise. C'est l'idée qu'il y aura une relation positive entre rémunération et productivité. Donc ça, c'est la première chose, qu'on a pu voir. Est-ce que ça va pour tout le monde jusqu'ici? Est-ce qu'il y a plus que 5 personnes qui sont en train de regarder? Je suis parti en soporifique ou ce que je raconte, c'est, complètement, inintéressant ou c'est trop compliqué, du coup, vous dites que de toute façon, c'est pas la peine de batailler? Dites-moi un petit peu. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que c'est clair? Oui, non? Zut! Alors je sais qu'il y a un petit delta entre ce que je suis en train de raconter et le moment où sur le chat ça répond, mais n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. Sachant que ça va pour le moment, merci Océane de réagir. Sachant que je veux faire une vidéo de 40-45 minutes, pas plus. D'accord, bon c'est clair, merci beaucoup à vous pour vos réponses. Donc ça, c'était la première partie. Donc il y a la deuxième partie sur cette levée de certaines hypothèses. Donc on a levé l'hypothèse de transparence. Maintenant, il y a une autre hypothèse qui va être remise en cause, c'est celle de l'homogénéité du facteur travail. C'est l'idée de la segmentation du marché du travail. Donc c'est Purey et Doringer qui vont formaliser ça. Ils vont dire, en fait, il n'y a pas un marché du travail, il y a deux marchés du travail. Il y a un dualisme du marché du travail. Il y a d'un côté un marché primaire, dans lequel les emplois sont stables, les perspectives de carrière sont importantes, dans lequel le recrutement se fait en interne, au sein de l'entreprise, avec des conditions de travail très favorables et l'idée d'une certaine présence euh, d'un syndicalisme au sein de ces entreprises. C'est bien l'idée, quand on recrute au sein de l'entreprise, c'est bien une idée que la promotion interne, c'est celle qui fait vivre finalement les différents rangs hiérarchiques. Euh, En fait, ce mode ici de fonctionnement, ça échappe totalement à la théorie concurrentielle du marché du travail, le fait de dire que le marché du travail fonctionne comme en CPP, mais que ça aurait un fonctionnement particulier par cooptation en grande partie. À côté de ce marché primaire, il y a un marché secondaire qui, lui, à l'inverse, est concurrentiel. Les salaires sont faibles, les emplois sont instables, il y a des faibles perspectives de carrière, il y a une certaine précarité, c'est véritablement là que ce marché fonctionnerait comme le marché de la CPP. Dernière chose, la mobilité entre ces 2 secteurs, du marché du travail est réduite, heu et hem et donc il y a des files d'attente pour passer de l'un à l'autre, mais les passages se fait de façon, relativement difficile. On parle de théorie donc ici, pure et Dringer, de segmentation du marché du travail ou de dualisme du marché du travail. Le fait de dire qu'il n'y a pas un marché du travail, comme l'évoque la CPP avec la rencontre d'une offre et d'une demande qui termine un prix d'équilibre sur taux de salaire réel à Q étoile, mais qu'il y a plusieurs marchés équilibrés, il y en a deux. Il y a deux marchés du travail, pardon, et c'est pour ça qu'on parle de segmentation, c'est aussi de dualisme du marché du travail, avec un marché primaire et un marché secondaire. Euh, donc on peut même opposer un petit peu les choses. Par exemple, sur le marché primaire, l'emploi est qualifié alors qu'il est peu qualifié sur le marché secondaire. Sur le marché primaire, il est stable alors qu'il est plutôt instable sur le marché secondaire. Sur le marché primaire, les salaires sont élevés, il y a une véritable progression des salaires, alors que sur le marché secondaire, les salaires sont faibles, il y a peu de progression. Il y a
une certaine présence syndicale sur le marché primaire alors qu'il n'y en a pas du tout sur le marché, secondaire. Donc cette idée que les 2 marchés fonctionnent quasiment, de façon opposée et donc l'idée qu'il n'y a pas d'homogénéité du, facteur, travail. Hem donc, autant le marché secondaire, comme je le disais, fonctionne, relativement avec une idée relativement proche du marché du travail néoclassique, autant le marché primaire, sachant que tout se passe à l'intérieur de l'entreprise, où il y a pas d'appel au marché du travail, il y a pas de concurrence, hem, c'est pas les mécanismes décrits par les néoclassiques qui semblent s'appliquer ici. Donc cette analyse néoclassique du marché du travail, elle est inadaptée pour rendre compte du fonctionnement de ce marché primaire du travail. Heu, Enfin, dernière chose, donc ça c'est les 2 théories, donc la théorie du salaire d'efficience, de Phelps et de Pure-Doringer, de dualisme du marché du travail. Ce sont les 2 théories qu'on aborde dans ce grand B, qui viennent amender, la théorie néoclassique, de base du marché du travail. On pourrait rajouter, et c'est ce que je fais en page 12 pardon, d'autres choses qui ont pu être amenées, à l'idée que, il y a atomicité sur le marché du travail, heu, il y a pas atomicité sur le marché du travail. Il y a des agents individuels, en effet, mais il y a également des syndicats, des associations qui regroupent les travailleurs pour défendre leurs intérêts, qui négocient au nom de ces travailleurs et donc ils ne sont pas, atomisés, face à leur employeur. On a pu voir par exemple que même parmi les chauffeurs de VTC, qui étaient particulièrement seuls face à la plateforme, Uber ou autre, que malgré tout il y avait des rassemblements qui se faisaient, certains, reconnaissant qu'ils ont des intérêts communs à défendre face, justement à leur employeur ou là, en l'occurrence avec Uber, face à, la plateforme elle-même. Et on reviendra un peu sur ça, et sur les conséquences que ça peut avoir en termes de fixation des salaires. On est dans notre grand 2, l'emploi des normes collectivement construites. Et donc là, on a fini la partie vraiment économique, voire économiciste, sur le fonctionnement du marché du travail pour montrer dans ce grand 2 qu'il faut aussi prendre en compte des questions sociologiques et politiques sur justement l'emploi et en montrant qu'il y a des normes qui sont co-construites et que, par exemple, l'existence d'un salaire, l'existence d'un contrat de travail, ben, ça fait pas, c'est pas apparu comme ça par magie, mais c'est à travers le rapport de force, à travers la négociation que, ça a pu, apparaître. Donc il y a tout un truc sur donc on est dans notre grand 2, l'emploi des normes collectivement construites et le grand A, l'institutionnalisation de la relation salariale entre conflit et coopération, ouais. On est donc, quand on parle d'institutionnalisation, donc ça se termine par TION, donc on parle d'un processus. C'est un processus, et donc ça c'est central, d'émergence de règles, de conventions, de normes acceptées par le plus grand nombre et qui encadrent la relation entre le salarié et l'employeur. Hem, Par exemple, les chauffeurs de VTC sont des, auto-entrepreneurs. Ils sont censés travailler tout seuls et donc dans ce cadre-là, eh bien, il y a pas véritablement de relations, contractuelles qui les engagent vis-à-vis de leur plateforme, au regard de la loi. Pour la plateforme, c'est que des travailleurs individuels, et donc qu'il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas d'obligation, que celle-ci a vis-à-vis de ces personnes-là. Un certain nombre de jugements ont pu être rendus qui contestent cette vision-là en disant qu'en fait, ils sont dans une relation, non égalitaire et dans une relation verticale de salarié à employeur et qu'à ce titre-là, eh bien, il y a un certain nombre de protections et un certain nombre de droits qui s'appliquent, dans ce cadre-là. C'est pas pour rien si au départ
on a mis en avant le fait que c'était ou certains ont mis en avant le fait que ce soit des auto-entrepreneurs. Auto-entrepreneurs, ça veut bien dire que du coup, ils ne sont pas salariés, et en vantant tous les intérêts de ces auto-entrepreneurs. La réalité montre que c'est un petit peu plus complexe que ça et que pour être véritablement auto-entrepreneur, il faudrait vraiment qu'il n'y ait pas du tout de relation hiérarchique qui semble apparaître entre soi-même et le pourvoyeur de travail. Hem, je continue avec l'idée du contrat de travail. Donc le contrat de travail, c'est l'accord par lequel un salarié met son activité à la disposition d'un employeur qui lui verse un salaire et a autorité sur lui. A autorité sur lui, c'est pas neutre, c'est bien cette idée qu'il y a une relation verticale entre l'employeur et l'employé. Hem, L'idée que c'est pas par immanence que ça a apparu, eh bien, c'est ce qu'on peut voir avec l'idée qu'on est passé de conflits ouverts à une certaine institutionnalisation. Le document de Bernard Gassier, Le monde du travail, rationalisation et conflit, heu évoque le fait que, eh bien, il y a, le monde du travail et de l'entreprise est fait de conflits, de coopération, heu, dont les enjeux, les acteurs varient au cours du temps. Hem, donc, il y a eu un certain nombre d'avancées, qui ont été faites, donc c'est toujours en fonction de quel point de vue vous passez, hein. Si vous parlez, du point de vue du patronat, par exemple, ça n'a pas forcément été vécu comme des avancées. Du point de vue des ouvriers ou de la classe ouvrière, à certains moments donnés, ça a pu, l'être en tant que tel. Hem il y a eu des conflits relativement, violents, qui ont été au départ réprimés dans le sang. Si on prend l'affrontement, des canuts, donc les canuts, c'était les ouvriers, du tissage de la soie à Lyon, heu, qui a été, qui s'étaient révoltés contre leurs conditions de travail et en 1831 et ça a été, réprimé, dans le sang, hein. Voilà. Donc ça a pu prendre des formes, relativement violentes, à la fois dans l'émergence, mais aussi dans la gestion de la part de la force étatique, de celle-ci. Et progressivement, on en est arrivé, même s'il y a toujours persistance des conflits, à une certaine institutionnalisation, hein. C'est-à-dire que maintenant, ces conflits sont portés par des acteurs structurés et s'expriment, se résolvent et se poursuivent selon des règles plus ou moins détaillées. Heu le conflit social, c'est de façon générale, l'expression d'antagonisme entre des individus ou des groupes pour la recherche, la possession ou la gestion de biens matériels et symboliques. Et l'idée étant de modifier, le rapport de force en sa faveur. Hem, la mise en place de règles et de procédures, par exemple la manifestation, eh bien, sachant qu'au départ c'était interdit, il était interdit de manifester. Le fait de faire grève, il était également interdit au départ de faire grève. Eh bien le fait qu'il soit possible de faire grève, il soit possible de manifester, mais que la manifestation ou la grève, elle est encadrée par des règles. Il faut se déclarer gréviste, par exemple. Dans la manifestation, il faut annoncer en préfecture aujourd'hui, le parcours de celle-ci. Ça veut dire que, du coup, elle s'est d'une certaine façon institutionnalisée, cette manifestation. Hem et donc c'est pour ça qu'on parle d'institutionnalisation des conflits. C'est pas le fait de dire qu'il y a plus de conflits, ça veut dire que la forme même que prennent ces conflits, elle se fait selon un certain nombre de règles et de procédures. Ce qui veut pas dire qu'à un moment donné, un certain nombre d'acteurs ne veulent pas remettre en cause ces procédures. Certains vont peut-être dire, «La déclaration en préfecture, on s'en fout, on va» donc par exemple, c'est ce qu'ont fait par exemple les gilets jaunes à certains moments donnés, en disant: «Nous, on n'a pas à nous déclarer, en préfecture, on va faire ça». Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de remise en cause, il n'y a pas de rediscussion sur les règles elles-mêmes, mais que malgré tout, il existe un certain nombre de règles qui encadrent le fonctionnement du conflit. Donc il n'a pas disparu, il est davantage encadré, réglementé. Il y a plus de place pour la coopération, la négociation, heu
et même si des formes plus violentes ont pu, perdurer. On a pensé longtemps qu'en fait, ces formes violentes, eh bien appartenaient au passé, et en fait, dans la réalité, on peut voir, à travers, par exemple, le mouvement des gilets jaunes que des formes relativement violentes, on a pu parler de mains arrachées, de personnes éborgnées, n'étaient pas forcément complètement disparues non plus. Même si là, on s'éloigne de la question du travail, même si une partie des revendications des gilets jaunes portaient sur le travail, une grande partie, s'éloignait un peu de celle-ci quand même. Mais ça montre que les conflits se sont pas, la une dimension violente au sein des conflits n'a pas pour autant complètement disparu. Hem, En fait, se développe aussi, progressivement depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, l'idée de convention de négociation collective, pardon, voilà. Heu, donc la négociation collective, c'est une institution centrale de la régulation des conditions d'emploi et de travail. C'est le lieu où se construisent les accords collectifs globaux et locaux, grâce auxquels les acteurs se reconnaissent comme simultanément coopératifs et antagonistes, et produisent des règles de gestion de leur coopération. Qu'est-ce que ça veut dire, cette idée que les acteurs se reconnaissent comme à la fois à la fois à travers la coopération et l'antagonisme? Eh bien, c'est une négociation collective, en fait, qui sont des discussions qui s'organisent entre les employeurs d'une part et les représentants des salariés d'autre part, sous l'égide de l'État qui peut être le troisième acteur, et qui, produit, un certain nombre d'accords collectifs, de conventions collectives, donc des normes, produisent des normes. Elles se font entre des acteurs qui, par définition, reconnaissent qu'ils ont des intérêts divergents. Quand on a les représentants du patronat d'un côté et les représentants des salariés de l'autre, même si on n'a pas une lecture marxiste ou marxienne, du monde du travail, on comprend bien que les intérêts des uns et des autres, sont pas totalement, ne se recoupent pas totalement, pour pas dire, sont relativement antagonistes. Malgré tout, ils acceptent d'être autour de la table. Alors parfois ils acceptent pas, hein, mais ils acceptent parfois d'être autour de la table en reconnaissant en l'autre un adversaire, mais en même temps se disant qu'il est nécessaire de pouvoir discuter avec lui afin de pouvoir avancer sur un certain nombre de règles. Heu, donc c'est à la fois du conflit et de la coopération dans le cadre de ces négociations collectives qui, heu, qui regroupe ce qu'on appelle les partenaires sociaux. On entend souvent dans les médias parler des partenaires sociaux. Ben, les partenaires sociaux, c'est justement ces représentants des salariés, donc les délégués syndicaux, les élus du personnel et des employeurs, donc la direction de l'entreprise ou les syndicats d'employeurs, par exemple, qui participent aux négociations collectives, sous le regard de la puissance publique, généralement, qui constitue, un arbitre ou un troisième personnage de de ces partenaires sociaux, ouais. Alors les conventions collectives, c'était justement des accords qui étaient faits, pardon, entre ces partenaires sociaux, et qui portaient sur un certain nombre de problématiques, sur les conditions de travail, par exemple, la rémunération, la durée du travail. Hem, C'était des accords qui, au départ, devaient être, plus favorables aux droits des salariés que la loi en vigueur. L'idée était en fait que, eh bien le droit du travail, il formalise un cadre qui est valable pour tous les travailleurs du pays, où qu'ils soient. Or, certains secteurs d'activité, en raison de leur spécificité, eh bien, ont besoin de règles particulières. Par exemple, eh bien, normalement, la nuit, il n'y a pas de travail, mais dans certaines entreprises, il est nécessaire d'avoir une continuité de l'activité qui se passe la nuit et donc nécessaire d'avoir des règles qui puissent s'appliquer, pour ces personnes-là. D'autre part, en raison de la spécificité du travail, peut-être la dureté de celui-ci ou j'en sais rien, des contraintes particulières, il est nécessaire que les règles soient un petit peu différentes sur ce secteur-là. Et donc il y a des conventions collectives, qui étaient signées. Alors elles pouvaient être signées à différents niveaux.
Soit c'était au niveau interprofessionnel, donc ça concernait tous les salariés, donc la question de la spécificité, ça a pas vraiment sens, hein, mais donc ça c'est interprofessionnel. De branches d'activité, donc ça c'est un deuxième niveau. Interprofessionnel, c'est le niveau le plus haut, tous les salariés. À travers des branches d'activité, par exemple l'automobile, c'est une branche d'activité, ou si on fait un focus encore plus bas, au niveau de l'entreprise. Heu et donc, par exemple, dans certaines entreprises, ils ont une activité qui est seulement, 4 mois dans l'année, et donc comment est-ce qu'on fait autour du temps de travail, de la rémunération lorsqu'on a une concentration de l'activité qui se fait sur un très court laps de temps et qui doit être très intensif sur ce moment-là. Donc c'est cette idée-là qu'il fallait pouvoir, agir, au plus près des situations, dans une chose qui devait au départ, ne pouvoir être que plus favorable aux travailleurs. Donc si jamais il y avait un salaire minimum qui était proposé, il devait être nécessairement supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, le SMIC, et donc ça ne pouvait pas être, inférieur à celui-ci. Heu, Ça a changé avec les ordonnances, Macron, de septembre 2017. Alors il faut voir qu'à ce moment-là, il n'est pas président de la République, hein. Hem Mais en prolongement de la loi travail, qui a été votée 1 an avant, il y a un certain nombre de discussions qui sont faites justement sur cette question-là, ouais. Hem, c'est un peu compliqué, c'est un peu technique, hein, de revenir sur tout ça. Je vous ai mis le document 11 qui revient sur les différentes choses. L'idée, c'était que, les négociations collectives accorder en matière de durée du travail une primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche. Heu, donc là, s'il y a un accord qui est fait dans l'entreprise, par exemple si Peugeot par exemple, signe un accord au sein de l'entreprise Peugeot, elle pouvait primer sur l'accord qui était fait sur la branche automobile qui avait été fait à un niveau au-dessus. Hem Et elle pouvait déroger, dans un sens, plus ou moins favorable aux salariés. Hem, D'autre part, heu, il y a un plafonnement des indemnités prud'homales pour licenciement abusif. En fait, l'idée, c'est que quand il y a un licenciement abusif, une personne juge qu'elle a été, abusivement licenciée, en disant qu'elle n'a pas fait de faute grave, qu'elle a été licenciée parce que, pour des raisons X ou Y, voilà. Hem Et bien, cette personne pouvait, porter, au tribunal administratif son cas, et si jamais elle était, gagnante, l'entreprise était condamnée. Heu, donc ça, c'était la chose qui se passait au départ. Là, en fait, ils ont formalisé une grille qui plafonnait les indemnités en disant: «Voilà, si jamais, l'entreprise est condamnée pour, licenciement abusif, eh bien, elle ne pourra pas payer plus que autant et autant». En gros, elle sait, à l'avance ce qu'elle devra payer si jamais elle devait être attaquée et si elle devait, perdre, auprès des prud'hommes, pour un licenciement abusif qu'elle aurait fait. Alors je vous lis juste un peu les réactions qui ont eu lieu face à ça, parce que du coup, un certain nombre de syndicats ont porté cet article des ordonnances Macron, auprès de la Cour de cassation, en juillet 2019, heu, qui a confirmé qu'il n'y avait pas de souci avec ces plafonnements des indemnités prud'homales. Donc Muriel Pénicaud, qui est la ministre du Travail, jugeait cela comme une très bonne nouvelle pour l'emploi, car ce barème a contribué à lever la peur de l'embauche dans les petites entreprises. Les patrons ayant dorénavant connaissance du coût maximal d'un licenciement qui soit conforme au code du travail ou comme le licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse. Du côté du patronat,
il s'en félicite. Cet élément contribue à sécuriser les entreprises, en particulier les petites qui pouvaient être mises en péril par des condamnations imprévisibles et trop lourdes. Donc ça, c'est le patronat qui déclarait ça. Sachant qu'on parle là d'une, donc c'est comme si la personne qui vole quelque chose, elle sait à l'avance que, si elle vole, elle aura au maximum une amende de autant. Donc en fait, c'est comme si elle pouvait calculer à l'avance, en cas de pépin, ce que ça lui coûterait. Hem, Sachant que c'est précisé comme étant, un coût qui pourrait être trop lourd. On parle quand même d'entreprises qui ont été jugées comme étant, fautives, hein. C'est pas, trop lourd, elles y pouvaient rien et c'est tombé sur elles, hein. À l'inverse, donc ça c'est un article du Monde, donc du 17 juillet 2019, hein, sur la Cour de cassation valide le plafonnement des indemnités pour licenciement abusif. La CFDT, elle, la CGT dénonçait une validation aberrante et FO, donc disons qu'elle, porterait ça au niveau européen, donc auprès de la CJCE. Hem, donc ça, c'est la dernière actualité autour de ça. Je ne vais pas m'étendre dessus, vous lirez les documents et vous reviendrez sur l'article du Monde si ça vous intéresse. Dernière chose, le salaire est-il déterminé par le marché du travail? Autrement dit, le concept de marché permet-il de comprendre comment se fixe la rémunération salariale et ou est-il totalement inadapté à cet effet? Hem, heu, donc là, c'est, le dernier article qui reprend un peu les différentes choses. Ça nous dit que, heu, en effet, il y a une certaine logique marchande dans certaines configurations ou segmentations du marché du travail qui relève d'un fonctionnement de ce marché du travail comme un marché néoclassique. En effet, la hausse des salaires dans certains secteurs d'activité, en particulier des informaticiens à la fin des années 70, début des années 80, relève ainsi de la rareté de certains types de qualifications, et donc une augmentation des salaires, en raison d'une offre de travail relativement faible, sur, ces marchés-là. Heu, donc ça c'est, ouais. Pour autant, un certain nombre de marchés, certaines logiques, heu, pèsent sur, la détermination des salaires. Donc ça, on peut y voir, des imperfections de marché, mais c'est peut-être un peu restrictif. Hem, Sachant que de nombreux marchés, du travail, sont plus ou moins fermés, soit par des cadres réglementaires stricts, soit par des dispositions de protection collective des travailleurs. En effet, il y a certains secteurs d'activité, qui sont protégés. Par exemple, l'exercice de la médecine est protégé. N'importe qui peut pas, se déclarer médecin, et donc c'est encadré par un cadre réglementaire strict. Donc ça, c'est pas seulement une imperfection du marché, mais ça veut dire que le marché fonctionne pas réellement ici dans ces secteurs-là, ouais. Heu, L'idée aussi, c'est que, il y a pas de transparence de l'information, il y a toute une partie qui est relativement opaque, et donc on peut se référer là, ici, aux travaux de Granovetter avec la force des liens faibles, qui montrent l'intérêt de connaître des personnes, qui sont des liens faibles, avec lesquels on a peu de relations parce qu'elles auront accès à une information que justement on ne possède pas, ouais. Hem, heu, il y a aussi l'idée que sur le marché du travail, il y a l'existence, d'un SMIC, d'une norme de subsistance, qui ne relève pas l'explication marchande, heu, ou purement économique,
et qui vise à rémunérer les personnes, non pas en raison de leur productivité marginale, mais en raison d'un minimum, vital qui leur serait, nécessaire pour leur subsistance. Hem, donc ça montre que, en gros, que si par certains côtés, eh bien, le marché du travail peut fonctionner selon l'analyse néoclassique. Il y a énormément d'autres éléments qui remettent en cause ça. Donc ça va au départ salaire d'efficience, dualisme du marché du travail, puis si on veut continuer à aller plus loin, du fait qu'il y a, des une protection d'un certain nombre de travailleurs, en raison des spécificités de leur activité, et de façon générale d'autres logiques que uniquement une logique marchande qui prévaut à la détermination d'un salaire. J'ai, terminé, d'une certaine manière ce chapitre. Hem, je Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Je ne vais pas forcément prolonger, ça. Pas hésiter à regarder le dernière chose sur Robert Castel et son idée de propriété sociale de cette société salariale, en disant: «La société salariale, elle s'est construite à partir de la propriété sociale, c'est-à-dire la propriété de ceux qui n'ont rien d'autre que leur force de travail». Donc il y en a qui ont un capital, mais pour ceux qui n'ont pas de capital, qui n'ont pas papa et maman qui ont, une petite entreprise ou, des biens immobiliers qui permettront de vivre une situation de rentier, eh bien, ils ont que leurs 2 mains et ces 2 mains, eh bien, ils ont été au fur et à mesure protégés par un certain nombre de dispositions légales qui ne sont pas tombées du ciel, mais qui ont été, le fruit de luttes, acharnées, et de négociations, que ce soit les congés payés, la protection sociale, le nombre d'heures travaillées et cetera et cetera, et qui donnent une certaine propriété, aux personnes qui n'ont rien d'autre que celle-ci. C'est ce qu'il appelle la propriété sociale de cette société salariale et pour lui, comme pour d'autres, l'ubérisation de la société est un des éléments qui a visé ces dernières années à remettre en cause cette, propriété salariale. Si on dit que vous êtes auto-entrepreneur, bah, du coup, bah, vous n'avez pas le droit à un certain nombre d'aides et cetera et que si vous voulez travailler, davantage et ben, c'est uniquement parce que vous avez bien envie de le faire et que personne ne vous y force. Heu, est-ce que OK, donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis, à très bientôt. La semaine prochaine, on commencera le chapitre suivant. Merci à vous en tout cas et à très bientôt. Bon courage.